Eh ben, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. On est heureux de vous retrouver dans nos podcasts dédiés à l'intelligence artificielle générative. Et là, avec un format un peu spécial puisqu'on le fait directement en visio. Et on a aujourd'hui la chance, l'honneur de rencontrer et d'accueillir Antoine Ménager de la société Lipit, qui a une solution assez incroyable. Salut Antoine. Bonjour Anis, salut Guillaume. Salut Antoine. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Antoine. Alors, comme je le disais, voilà, c'est un format un peu nouveau parce qu'on était en général, on accueillait directement nos interviewés en mode podcast, et là, on va le faire à distance. Parce que tu es basé, Antoine, dans quelle ville? Rappelle-nous. Là, Paris à date, mais on se balade un peu partout. On a une politique full remote chez Lipit. Bon, super. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de parler d'intelligence artificielle, de parler essentiellement aussi de ta solution, de parler ce qui se passe actuellement dans le domaine de l'IA, un domaine qui va très très vite, avec beaucoup de mouvements, et une solution, de parler de ta solution 100% française. On va y revenir. Et peut-être, juste pour commencer l'introduction de cet échange, on va peut-être te laisser la parole, Antoine, pour commencer par te présenter avant de parler de ta société, ta Et, solution. et si tu souhaites partager ton écran, tu peux aussi partager ton écran. On va y Bon, venir sur la présentation. exactement. On va d'abord se présenter sans partage d'écran. J'avoue que j'ai pas l'honneur d'avoir des slides à mon effigie non plus. Euh, non, bah Antoine Ménager, entrepreneur multi-récidiviste, j'aime bien dire, dans l'IA avant la trend et ingénieur IA depuis de formation. Globalement, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est bon, les grandes écoles classiques parisiennes, j'aime bien dire, d'ingénieur. Et puis ensuite, je me suis retrouvé dans un grand groupe de luxe au niveau politique, donc au niveau que j'espérais à l'époque. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi, que ça manquait un peu de challenge et de mise en danger tous les jours. Et donc, j'avais besoin de ça. Et c'est là où j'ai créé une première société qui faisait de la traduction automatique en langue des signes pour les sourds et malentendants. Donc, une société d'accessibilité pour, dans un premier temps, les directions RH et RSE et dans un second temps, les médias sportifs. Voilà, cette société a été revendue en novembre 2022 et depuis, je me consacre à un nouveau beau projet qui est Lipit, une solution de traduction automatique vidéo par IA, made in France. Voilà. C'est top. Super. Ouais, donc t'étais déjà effectivement comme tu l'as dit, dans le domaine avant l'heure, avant la hype de l'IA. Peut-être deux mots sur cette société, cette première société que tu as faite. Donc, t'étais déjà en train d'utiliser des outils d'IA dans la solution, enfin voilà, dans tes solutions. Juste peut-être comparativement à ce qui se passe aujourd'hui. C'était quoi l'IA avant 2000, enfin avant la Avant bande novembre télé, et puis 2022. Et ben, c'était exactement la même chose que maintenant, parce qu'en gros, toutes les briques unitaires qu'on utilise encore maintenant dans l'IA, que sont des transformers notamment, sont issues de 2016 et de recherche de Google de l'époque. Dans tous les cas, c'est les mêmes briques unitaires, c'est-à-dire les briques les plus basses qu'on utilise. Simplement, ce qui a changé, c'est la puissance de calcul qu'on est capable de mettre en face et le financement de la recherche sur ces briques unitaires pour les transformer en réels produits. C'est la seule réelle différence. Et à l'époque, évidemment, quand on voulait lever 1 million d'euros, fallait se battre pour expliquer que l'IA était vraiment une solution, alors que maintenant, bon, on claque des doigts et on a l'argent sur le compte. C'est quand même non, mais c'est quand même une vraie Ouais. différence dans, on va dire, la tendance globale. Mais on utilisait les mêmes technologies, et pour dire, globalement, nous, on faisait de l'avatarisation en langue des signes. Donc, c'est-à-dire, on capturait entre 3 et 5 minutes d'une personne avec ses mains en avant, etc., dans différentes positions pour pouvoir recréer en fait cette personne qui parle en langue des signes. Et on n'avait pas encore la solution en direct, mais on avait une solution qui était basée sur du GAN conditionnel, qui est une techno qui permet d'aller vers le direct, enfin un temps un pour un, c'est-à-dire que si on commence à processer une seconde à la fin de cette seconde-là, bah, ça prend une seconde, et donc en fait en balayant doucement une vidéo, on peut faire du direct. Wow. génial.
Ouais, donc effectivement, c'est exactement ce que j'ai écouté d'un des pontes de Google et même on en parlait, on va y revenir dessus, de la startup Moshi aussi qui est un petit peu, on va dire dans un domaine on va dire peu ou proche du tien. C'est vrai que c'est quelque part l'IA tel que on le connaît aujourd'hui n'est simplement que la continuité en fait de R&D passé et comme tu l'as très bien relevé de Google. Et que là, par contre, avec OpenAI, en fait, ça a ouvert quelque part la boîte de Pandore sur 1001 projets qui vont beaucoup plus vite et qui permettent de créer des solutions innovantes. Ok, et donc du coup, après novembre 2022, tu vends ta société et là, tu te dis, je vais créer Lipit. Du coup, d'où vient Pas de l'idée suite. Je reconnais prendre quelques mois de vacances c'est mieux. volontiers et monter j'ai monté et que j'ai toujours en parallèle, mais une agence d'automatisation IA pour aider les sociétés à implémenter l'IA au global. Pourquoi j'avais monté ça? En fait, c'est très simple. Je me rendais compte que tout le monde parlait de tout et n'importe quoi sans être conscient de ce qu'il y avait derrière. Et moi, j'avais envie d'aborder les entreprises en mettant un warning un peu violent qu'ils n'avaient pas trop envie d'entendre à l'époque, mais en disant attention, les vrais produits, ce sera en 2025. Là, on est encore en phase de R&D. Faites attention. N'implémentez pas tout n'importe comment. Vaut mieux aller plus lentement, mais être certain de ce qu'on fait plutôt qu'aller trop vite. Et donc, le but était plutôt d'accompagner les boîtes à se structurer doucement vers ce changement, donc notamment de la structuration de données, etc., qui en fait, certains m'ont remercié pour l'année suivante pour pouvoir se plug à du LLM en fait en une demi-journée, parce que tout était déjà en base de connaissances et tout est déjà structuré. Le problème des boîtes à l'époque, c'est que ça vendait un peu de la magie sur étagère, alors que c'était pas le cas. Et donc, fallait faire un tout petit peu attention. Et ça me permettait de garder un pied, évidemment, aussi dans le monde business et savoir quels étaient les intérêts, les besoins au global des entreprises sur l'IA. Parce que bon, les vacances, c'est bien, mais rester au contact des sociétés, c'est toujours mieux. Et du coup, Lipit s'est réellement lancé début d'été 2023. D'accord. Ouais, Ok. donc c'est quand même assez récent dans le lancement de ta société. Juste un petit point là pour faire la transition par rapport à ce que tu dis, et un sujet important, parce que ça permet aussi de donner du conseil à ceux qui nous écoutent. Tu as dit un sujet, enfin, tu as relevé un point extrêmement important dans la mise en œuvre de projets IA dans les structures. C'est que effectivement, quand on veut créer de l'automatisation ou de la génération de contenu ou même de données derrière, ce qui est important à la base, hein, c'est la structuration de la donnée amont. Je pense que c'est effectivement les sujets que tu rencontrais. Enfin, moi, j'étais dans le domaine de l'IT, dans les différents projets que j'ai pu mener et j'ai fait des projets notamment avec certains grands industriels. C'est vrai que le nerf de la guerre de départ, hein, c'est quand même la structuration des données pour pouvoir entreprendre des projets de grande envergure. Et c'est effectivement parce que tu dis que c'était dans le passé, mais aujourd'hui c'est encore le cas. C'est-à-dire que beaucoup de gens se sont cassés les dents parce qu'ils n'avaient pas justement structuré et nettoyé leur phase amont. Ouais, t'as la moitié des projets hein, qui sont tombés à l'eau à peu près, hein. Donc, ouais, mais parce qu'ils vont trop vite. Le niveau de l'IA actuellement, c'est ce que j'expliquais en conférence l'autre jour. Il faut éviter de partir, j'étais avec des industriels, sur des trop gros projets dès maintenant, parce que ça a un coût qui finalement, tu le jettes à la poubelle à la fin, quoi. Mais la partie structuration des données est vraiment intéressante, ouais. Bah, au global, Oh, juste pour revenir là-dessus, euh, la participation des données est importante, mais surtout, les technologies ne sont pas matures. C'est Hum. quelque chose qu'il faut aussi avoir en tête où on nous fait des démos à tout va, incroyable, c'est super. Mais en fait, c'est des technologies qui marchent sur des use cases très précis. Et une technologie qui marche uniquement sur un use case trop précis, c'est une technologie de recherche, c'est pas une technologie produit. C'est pour ça que moi, depuis 2023, je me bats pour dire attendez 2025 pour implémenter réellement les produits sur étagère. De toute façon, ça va prendre 2 ans le temps de se structurer, c'est normal, parce que quand l'argent coule à flot, on a l'impression que les produits sortent, mais en fait, la réalité, c'est que c'est de la R&D qui sort. Et faut faire absolument. vraiment très Hum. attention. Les seuls qui savent faire ça dans les GAFAM, c'est Amazon et Microsoft, qui ils sortent des choses, ça marche jamais super bien, mais par contre, c'est super robuste. Et c'est là où il faut faire attention aux autres, où ils ont l'impression de plutôt faire des effets d'annonce. Tu vas être Je méchant avec citerai Google. pas Là, les boîtes en question, mais tu vas voilà. être Hein. méchant. Tu vas être méchant avec Google, hein. Je citerai personne. Alors, revenons à Lipit. Alors, effectivement, tu lances ça en 2023. Alors, Lipit, d'où te vient l'idée? Qu'est-ce que c'est? Comment ça se passe?
comment se fait le lancement et pourquoi tu le fais? Ah, il y a plein de raisons. Alors, d'abord, ça vient d'un besoin très clair des sociétés à l'époque pour qui je bosse, qui me disent, qui me font remonter que il commence à y avoir un sujet d'internationalisation dans les sociétés françaises qui est malheureusement pas très bien aidé par les technologies et ça se dit parce que l'IA commence à créer une promesse de tout est possible que ah, peut-être l'IA pourrait aider. Parce qu'il faut se mettre dans le cadre de début de l'été 2023, rien n'existe, hein. C'est fou de se dire ça, de se dire ça à date en septembre 2024, mais en C'est clair. mi-2023, rien n'existe. D'accord? On a de la génération de voix, mais bof. Le lip sync, personne n'en a jamais entendu parler. Enfin voilà, il y a plein de choses. Bah, les gens ne sont pas conscients. Pour l'instant, on a ChatGPT et tout le monde est content. Euh, non, mais c'est vraiment une Ouais, réalité qui est dure à comprendre un an après avec autant d'évolution, mais c'est vraiment le cas. Et donc, C'est à clair. l'époque, je récupère ça. Moi, j'ai déjà fait de la trad, enfin, de l'interprétation pour être plus exact, puisque la traduction, c'est écrit, l'interprétation, c'est oral. J'ai déjà fait de l'interprétation, du coup, en langue des signes, sur ma boîte précédente. Je vois exactement les problématiques données, entraînement, d'algo sur ces sujets-là. Et surtout, la première boîte enfin, je finis par vendre la première boîte pour des raisons de problèmes avec les agences d'interprètes en langue des signes qui ont l'impression qu'on va voler leur boulot. Et je me dis que dans le monde un peu plus large de l'interprétation au global sur d'autres langues, peut-être qu'on aurait plus de portes ouvertes et qu'on pourrait mobiliser un peu plus de gens sur le sujet. Voilà. Spoiler, non. Mais je le croyais à l'époque. Voilà. Ok, et donc du coup, tu lances ça parce que dans la précédente boîte, tu étais, comment dire, seul aux commandes, seul aux manettes, tu étais déjà avec, enfin, t'étais avec Non, j'étais des associé. associés, associés, ok. Et là, sur Lipit, justement, bah, qu'est-ce que, enfin, cette idée, tu la lances seul, tu es entouré, comment ça se passe en termes de lancement de projet? Bah, en fait, c'est très simple. Je m'enferme pendant un mois pour sortir quelque chose. Donc quelque chose franchement, sans complexité folle, hein. C'est-à-dire que je connais les briques algorithmiques de base, je les branche, je fine-tune, je teste sur des vidéos et je sors des rendus, donc ce qu'on appelle proof of concept, qui permet de Ouais, montrer que c'est possible de le faire sans trop de temps et surtout que bon bah ça promet pour la suite. Voilà. Je fais ça, je sors quelque chose et là je commence à le montrer autour et notamment les sociétés qui m'avaient dit nous ça nous intéresserait d'avoir un truc de trad. Et là, on avait fait waouh, puisque à l'époque, on est du coup milieu de l'été 2023, donc on est avant iGen, on est avant putain. Synthesia, on est avant tout en fait. Et donc, je fais ça, et donc vous imaginez l'effet waouh qu'a fait iGen. Donc, moi, j'avoue que je me mords un peu les doigts de pas avoir communiqué à l'époque dessus, mais Putain. ça fait partie du jeu. Et donc je montre ça, et donc là ça fait effet boule de neige. Donc le réseau m'appelle très vite en disant ah, tu montes une boîte, on investit. J'avais pas prévu de monter une boîte tout de suite, mais bon l'opportunité était trop belle. Du coup je saute au fond de la boîte avec 300 000 euros sur le compte jour 1 et je commence à chercher une équipe pour pouvoir faire ça. magnifique, super. Et donc, Chapeau. ouais, bravo, bravo, franchement, parce que effectivement, comme tu le dis, et c'est d'ailleurs un des sujets, tu es aujourd'hui en face de sociétés américaines qui, elles, peut-être captent peut-être beaucoup plus de capitaux qu'ici en France. Et comme tu l'as dit, parfois, c'est aussi, quand on a des idées de cette nature, le marketing de départ qui peut aussi mettre en lumière ce type de solution. En tout cas, c'est une société française qui crée une solution française pour l'international. Chapeau déjà pour ce premier pas. Donc depuis 2023, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, enfin entre 2023 et aujourd'hui, c'est quoi le chemin de Lipit? Avant de parler un peu de la solution plus en détail, mais c'est quoi le chemin de Lipit depuis que tu as commencé? Alors moi, j'aime bien dire, dans l'entrepreneuriat, le temps, il est démultiplié par deux, voire par trois. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que ça fait 3 ans qu'on bosse sur un truc alors que ça fait un an. Donc, il s'est passé évidemment beaucoup de choses. Globalement, en fait, le premier step, c'est de recruter un CTO, donc un chief technique qui est capable d'assurer le développement réel et le scale de la solution. Parce que moi, je suis un GIA, je connais bien les problématiques, etc. Néanmoins, je suis très fort sur la phase d'idéation. Mais entre l'idéation et des serveurs qui tiennent, il y a un grand pas.
surtout dans l'IA. Et donc, voilà, l'urgence était surtout de recruter quelqu'un soit capable de gérer une team technique derrière. Ensuite, on a lancé un pré-produit en décembre 2023, donc qui était un MVP sur plusieurs typologies de clients pour voir un peu là où était le product market fit, c'est-à-dire quelle typologie de clients on allait réellement targeter en marketing ou non. Donc là, dedans, on avait de la boîte de prod, on avait de la boîte de pub, on avait du broadcaster, on avait du e-commerçant et du grand compte classique formation et du e-learning, pardon aussi. Et avec ça, ça nous a permis un peu de savoir quel était le produit possible à créer qui permettait de répondre à plusieurs usages en même temps. Parce qu'en startup, il faut aussi être conscient que faut se laisser des cartes de pivot, c'est-à-dire des axes de sortie dans le cadre où client 1, ça marche pas, bah, faut aller client 2. Client 2, ça marche pas, faut aller client 3. Il faut être capable de créer une solution qui permet de répondre à en fait plusieurs usages et après faire en sorte que le marketing aille d'un sens ou dans l'autre. Et ensuite, on a sorti en avril 2024 la bêta ouverte, donc à tous, avec du coup un focus très B2C, small B2C, B2C pardon, small B2B en premier target. Donc c'est-à-dire des petites sociétés, des gens qui font de la production de contenu, mais sans échelle assez abusive. Et en fait, on s'est rendu compte que notre produit, et notamment au vu de la concurrence, au vu du positionnement qui était très compliqué, de se dire en face, on a des mastodontes qui dépensent en marketing, en ads, enfin bref, ce que j'aime bien dire, c'est la cloche négative. Globalement, en startup, il y a toujours un moment où on est en négatif. Les Américains, ils savent très bien faire ça et creuser très profond avant de remonter. En France, on sait pas faire. C'est hyper important de le dire. Alors, il y a des boîtes qui ont réussi à le faire, mais en fait, c'est des cloches qui sont pas très négatives, hein. C'est des boîtes qui sont pas rentables pendant 2, 3 ans maximum. Les Américains, ils font des boîtes qui sont pas rentables pendant 10, 12, 15 ans. Euh, Amazon a mis plus de 15 ans pour avoir, je crois, son premier trimestre de rentabilité. exactement. Donc, nous, on sait pas faire en France. Et il faut être aussi conscient des cartes avec lesquelles on joue. Et donc se dire comment est-ce que nous, on se positionne sur un marché, en fait, qui a besoin de nous, qui a besoin de Lipit plutôt que de Agen ou de Raskai ou de Synthesia ou de concurrents. Et qui a Et en besoin fait, de là, on lipides s'est dit, tout de suite, en fait. C'est ça le exactement. sujet. Et là, on s'est dit, OK, c'est quoi les leads entrants qui nous viennent en disant, on a testé ou on a contacté Agen, on veut pas, on veut être chez vous. Et en fait, c'est du grand compte et du média et des gens qui ont besoin de sécurité. C'est pas pour rien qu'on est made in France. Les données des utilisateurs ne quittent pas Paris. On est en partenariat avec Scaleway sur le cloud. On détient nos algorithmes, ce qui est très, très, très rare à date dans le marché global de l'IA. Et ça nous permet, nous, de servir des clients comme du Safran, du Thales, du BNP, du Crédit Agricole, c'est-à-dire des boîtes qui ne peuvent pas se permettre d'envoyer les données aux États-Unis et en particulier aux boîtes immatriculées au Delaware, comme tous les concurrents qu'on a. Ouais, ouais, absolument. C'est que effectivement la notion de sécurité, elle est fondamentale, encore plus effectivement avec des sociétés sensibles que tu viens de citer, enfin qui sont dans des secteurs, dans des secteurs sensibles. Alors, ce qui est génial dans l'échange, c'est qu'on parle à la fois d'entrepreneuriat, de start-up et en même temps de technologie. C'est cool et on voit que tu as plein d'énergie. Et donc du coup, là, pour aller un cran plus loin, pour comprendre, donc effectivement, Lipit à date, c'est combien de personnes? Euh, Où est-ce que vous en êtes? Combien de clients? Voilà, juste pour donner une petite photo de synthèse un petit peu de la situation actuelle. On a un peu plus de 4000 clients. On a 6 personnes full-time à date chez Lipit, 7 développeurs en externe. Je parle, quand je dis développeur, on a du full stack, on a du ML engineer, on a un peu de recherche. Et au total, c'est un package de 18 personnes avec prestataires autres que tu peux imaginer pour une boîte dessus. Euh, je citais des grands comptes parce que on est très proche, en particulier des directions de communication et de marketing Ouais, dans les grands groupes. Pour une raison toute bête, c'est que en fait, on oublie souvent, on a l'impression que les réseaux sociaux sont le centre de l'information et de la vidéo. En fait, la réalité, c'est que maintenant la vidéo ruisselle dans les entreprises, que ce soit pour la Absolument. communication Mmh. interne, externe ou pour la formation en Ouais. continu. Et c'est là où nous, on est très fort. Quand je citais des boîtes de défense tout à l'heure, une boîte de défense, une formation pour ces jeunes cadres qui viennent d'arriver, vous imaginez bien que il n'a pas forcément envie que sa formation se retrouve Dans le sur Delaware. Internet et dans le Delaware. Voilà.
Et ouais, tu dis les directions de communication et marketing, mais c'est plutôt les directions RH, là, du coup, aussi que tu vises là en termes de cible client. Alors maintenant, il y a beaucoup de grands groupes qui ont des directions de la formation en direct. Ouais, Donc, je les cite en général plutôt comme ça parce que ils sont plus ou moins liés au RH. Ça dépend des entreprises. Mais oui, oui, on a aussi du RH, mais globalement, on est plutôt sur les responsables digital innovation côté RH plutôt que le RH pur gestion, on va dire salarié. Et plus donc formation, du 4 000 coup. clients. J'ai juste plus formation actuellement. En fait, là, il y a vraiment une demande autour des formations, de la traduction des formations. Ouais, totalement. Et en fait, la plupart des clients sont des groupes avec des filiales, par exemple, Ouais. internationales. Et je parle de formation, mais on peut parler aussi de comités stratégiques, de conférences en ligne, de présentation de nouveaux produits mis à l'échelle qu'il faut faire comprendre aux différentes entités internationales. Donc c'est clairement sur ces créneaux-là, en tout cas, que nous, on est très bons et sur lequel on a spécialisé aussi la traduction, en fait. Il faut être conscient qu'au fur et à mesure, on peut pas tout faire parfaitement en niveau de qualité d'interprétation et de traduction. Et donc, nous, plus on s'oriente dans la formation et plus on s'oriente sur des sujets précis, à savoir médias, luxe, médias, luxe, pardon, santé, finance, sport, assurance, ça fonctionne, en fait. Et plus la Ouais, base de connaissances qu'on agrège, nous, permet de servir correctement nos clients. ouais, plus ton modèle il est entraîné, mieux c'est, plus tu es précis dans l'output que tu vas livrer. Du coup, 4 000 clients, c'est une belle performance. En un an, c'est énorme. Franchement, bravo, parce que comme ça, sortir ta solution en quelques mois et aller performer auprès d'autant de personnes, c'est quand même une belle performance, faut quand même le souligner. C'est clair. C'est Euh, gentil, merci. C'est du travail, mais on va dire que la dynamique est bonne. Eh ben écoute, on te souhaite que de belles choses pour la suite. Si on revient un peu sur la solution Lipit en tant que telle, voilà, parce qu'on a parlé de la société, on parle de voilà, ta situation actuelle, mais concrètement, qu'est-ce que fait Lipit en termes voilà, de solution? Quel est le bénéfice que tu apportes à tes clients? On a un petit peu évoqué le sujet, mais techniquement Concrètement. parlant et plus précisément. Alors, on fait de la traduction automatique par intelligence artificielle de vidéo ou d'audio. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en entrée une vidéo ou un audio et on sort cette même vidéo ou cette même audio avec exactement le même temps, exactement les mêmes voix, exactement le même contenu, mais dans une nouvelle langue. Quand je dis vidéo, c'est hyper important de comprendre que sur une vidéo, il y a plein de choses. Sur une vidéo, on peut avoir des éléments visuels, donc du texte qui apparaît, des slides, du motion design, peu importe ce qui peut apparaître, mais globalement, il y a des choses qui apparaissent à l'écran en dehors des visages. Tout ça, nous, on le traduit in place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, une slide, s'il y a un titre énorme en rose et un petit texte écrit en bleu en dessous, bah, nous, ce qu'on va traduire, c'est la même chose. On détecte en fait la police, le gros texte sera traduit en rose et le petit texte sera traduit en bleu petit aussi. Ah Donc ça, ouais. c'est très important. Et cette traduction-là match ce qui est dit à l'oral. Je prends un exemple tout bête, souvent pour comprendre, la boîte à questions, je sais plus sur quelle chaîne est diffusée, et ben, les personnes lisent une question avant d'y répondre. Ben, en fait, on est d'accord qu'il va falloir que ce que dit la personne à l'oral matche la traduction qui est faite à l'écran. Ah oui. Absolument. Voilà. C'est C'est pour ça que mieux. ce processus de traduction visuelle est fait à la toute fin, c'est-à-dire après la génération des voix, pour être certain de matcher ce qui est dit. Ensuite, dans une vidéo, il y a du son. Le son, il y a des voix, mais il y a aussi des effets visuels, de la musique, peu importe ce qui se passe en fond. Nous, on sépare ça, on garde les voix d'un côté pour pouvoir les cloner et les traduire, et on garde les éléments sonores de l'autre pour pouvoir les rajouter à la fin. L'avantage de ça, c'est que ça permet de conserver le naturel d'une vidéo. J'aime bien dire, les avatars, c'est super, mais pour l'instant, c'est pas naturel. Et c'est pas naturel, pas du fait des expressions faciales, etc., parce que ça évolue très vite et c'est super, mais c'est pas naturel dans le sens où il va pas y avoir de sourire bizarre en réaction à quelqu'un. Il va pas y avoir de son de table, de micro, de choses qui en fait font naturel et font humain. Et en fait, le gros challenge de l'IA va être de faire humain dans les années à venir. Absolument. Ensuite, une fois qu'on a passé le son, donc on a reproduit la voix, on l'a traduite, on l'a générée dans une nouvelle langue, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut faire en sorte que les visages qui bougent, associés à chaque voix, ont les lèvres qui bougent pour matcher ces nouvelles voix et ce nouvel audio, simplement. Et ça, c'est ce qu'on appelle la synchronisation labiale.
nous, nos algorithmes associent automatiquement chaque tête à chaque voix pour être certain que même si c'est moi qui parle, mais c'est Guillaume, par exemple, qui est filmé, parce que peut-être il a une expression, il a quelque chose pour réagir à ce que je suis en train de dire, et ben, Guillaume ne va pas avoir la bouche qui bouge alors que c'est moi qui est en train de parler. Ma voix est associée à mon visage. Et inversement pour Guillaume. Et du coup, et ça traduit donc c'est mon job, ça traduit les PowerPoint, quoi. Ça, Ça traduit les PowerPoint. On est là, la feature de donc ce qu'on appelle text in painting. Donc nous on le fait déjà pour pas mal de clients en custom. Là on est en train de le sortir pour l'ensemble des clients en direct sur la plateforme. d'accord. Et nous on a deux offres chez Lipit pour terminer sur le Hmm. produit en tant que tel. On a deux offres. On a une offre qui est l'offre tu utilises la plateforme, tu traduis toi-même tes vidéos. Tu as évidemment la possibilité de vérifier le texte dans la langue originale, vérifier la traduction si tu as, et, vérifier tout ce qui se passe pour être certain que ce soit bon. Mais ce qui est hyper important, c'est que nous, on a une deuxième offre aussi où on fait intervenir des interprètes sur le résultat des traductions Ouais, pour vérifier. pour qu'ils puissent vérifier. Nous, c'est gagnant pour nous et gagnant pour le client. Pourquoi? Parce que le client, eh ben, il a une qualité d'interprétation qui est parfaite, surtout par rapport à son secteur, puisqu'on travaille avec des agences d'interprètes certifiées ISO 17100, qui sont la norme au minimum dans la traduction et l'interprétation. Et à côté de nous, ça nous permet en fait de réentraîner nos algorithmes sur ce qu'on a Absolument. entre une traduction et une réelle Ouais. interprétation faite professionnellement. Et c'est pour ça que nous, on pense qu'en fait, demain, on sera meilleur, et notamment sur la partie live dont je parlerai plus tard. Mais c'est parce qu'en fait, ça fait déjà un an qu'on travaille main dans la main avec des gens humains qui améliorent en fait le résultat de cette IA et sur lesquels on se base. Si on entraîne l'IA avec l'IA, le problème, c'est On est qu'on atteint vite d'accord. un palier. Ouais. Absolument. Et ok, super. Donc un produit extrêmement riche. Alors je veux revenir sur quelques sujets justement sur ton produit, peut-être pour de manière didactique. Il y a quand même parce que c'est magique de se dire demain je prends une voix française et tout d'un coup en traduction je vais aller cloner la voix, synchroniser effectivement les lèvres, etc. Essayer de garder un naturel. Et tout ça, en fait, est basé sur un certain nombre de technologies. Alors, on va commencer juste par la première chose, c'est comment dire, la reproduction de la voix. Alors, comment vous faites, parce que c'est quand même un sujet qui est quand même assez passionnant pour que ce soit naturel. Comment vous faites hein, pour reproduire la même voix que je pourrais avoir dans une autre langue, tout en gardant le même naturel? Alors, donc il y a la réponse simple et la réponse plus compliquée. Si on reste sur la réponse simple, globalement, donc c'est du clonage de voix. Le clonage de voix, le but, c'est de passer d'une onde, d'accord, à une représentation vectorielle, donc c'est-à-dire à des embeddings. Vous avez certainement dû entendre ça un peu partout parce que les gens commencent à comprendre ce que c'est, mais c'est des représentations vectorielles de la voix. Et ensuite, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient mettre du texte en face et on va matcher ce texte avec ces embeddings de voix pour que ce qui sorte corresponde au ton, au rythme et à l'intensité de la voix. Quelqu'un qui chuchote, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui voilà. Euh, Au global, dans tous les cas, ça permet de conserver votre voix. On vous reconnaît. Le problème, c'est que c'est super, mais avec ça, on garde pas les émotions. Le rythme, des fois, il est un peu approximatif. Et surtout, en fait, il y a plein d'autres problématiques qui arrivent en jeu, Les accents? que ce soit ouais les accents, mais on a aussi L'intonation, on a aussi en fait derrière les émotions, il n'y a pas que les émotions, il y a aussi le fait que si vous criez un moment, ensuite vous parlez moins fort, en fait ça va lisser, c'est-à-dire que ça va y prendre une moyenne globale de votre voix. Donc nous qu'est-ce qu'on est en train de faire et pour faire ça, pardon, pour terminer sur cette partie-là, pour faire ça globalement tout le monde fait la même chose, en tout cas à date, c'est speech to text, texte traduit, text to speech. Ok. Le problème de ça, c'est que vu qu'on reste pas en embedding sur la voix, c'est-à-dire qu'on garde pas les caractéristiques du segment de la voix qui vient d'être passé. Donc, par exemple, je suis en train de crier entre la seconde 1 et la seconde 3, mais entre la seconde 3 et la seconde 4, je chuchote. En fait, le problème, c'est que vu qu'on repasse en texte, on perd ces informations-là. Donc, nous, on essaye de les garder. On essaye de garder des informations comme ça pour les réimplémenter à la fin. Mais honnêtement, on n'est pas au niveau d'un speech to speech. Et c'est pour ça que là, ce qu'on est en train de sortir, les nouveaux modèles sur lesquels on travaille, c'est du speech to speech. Donc ça veut dire quoi? C'est en fait très grossièrement un speech to text, text to speech,
mais qui reste à un niveau d'embeddings, c'est-à-dire qu'on ne repasse pas par du texte et on va traduire la représentation vectorielle. Ça veut dire qu'on va traduire en gros des vecteurs parce qu'on n'a pas besoin de repasser par le texte. L'IA n'a pas besoin de repasser par le texte. C'est nous, humains, qui aimons ça parce que c'est comme ça qu'on comprend ce qui se passe. Mais en fait, la réalité, c'est que l'IA, elle n'en a pas besoin. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire sur un nouveau modèle qui est à l'origine de notre future offre fin d'année de live translation T'es très doué avec pour Voice to Ouais, API. très doué pour expliquer quelque chose de très compliqué, mais vraiment, moi j'ai appris plein de choses. C'est super. Ouais. ouais, bravo, parce que c'est effectivement pas si simple que ça de suivre la mécanique derrière, et c'est assez pédagogique. Donc le clonage de voix, très clair, et puis il y a effectivement, tu as parlé des émotions, il y a beaucoup d'avancées sur le sujet actuellement, avec plusieurs annonces qui sont faites, où effectivement l'idée c'est de reproduire une conversation naturelle. Notamment qui tienne compte effectivement du niveau d'intensité et de tout un tas de paramètres qui vont permettre en effet de pouvoir, comment dire, bah, créer justement et reproduire que ce soit du clonage de voix ou même de l'échange de manière totalement naturelle. Donc ça, c'est la partie clonage de voix. Le deuxième sujet, c'est effectivement, alors moi, ce qui est fascinant, c'est la synchronisation labiale. Parce que, je veux dire, tu as quand même d'une langue à l'autre des mouvements de lèvres qui sont totalement différents. Alors là, comment technologiquement, techniquement, vous vous y prenez pour justement, bah, après avoir fait ces traductions et ce passage, comment vous vous y prenez, quelle techno vous utilisez, voilà, c'est quoi le process, Alors, il y a dévoile-nous tes secrets. pour la synchronisation labiale, il y a deux choix à date d'un point de vue technologique. Vous avez deux choix. Soit on passe par l'avatarisation, même l'avatarisation rapide, d'accord? C'est ce que fait notamment iGen, c'est ce que fait Synthesia, Absolument. etc. Donc c'est l'avatarisation. Ok, c'est très rapide, mais c'est l'avatarisation. Ça veut dire qu'en gros, on va venir balayer l'ensemble de la vidéo et l'ensemble des informations qu'on a d'une personne avant de créer une sorte de double numérique qu'on peut ensuite rematcher au bon endroit pour pouvoir le faire parler dans la bonne langue. Nous, c'est pas ce qu'on fait, pour une raison toute bête, c'est que nous, de base, tous les algorithmes qu'on a développés ont pour destination le live. Notre vision depuis le début, c'est que, en fait, demain, personne ne va traduire ces vidéos dans plein de langues. C'est fastidieux, c'est de l'anticipation et des coûts complètement aberrants. J'ai une antenne en Pologne, mais pourquoi traduire mes vidéos en polonais? Non, seulement si les Polonais un jour ont besoin de regarder ma vidéo, elle sera traduite dans leur langue. Et c'est là où c'est pour ça qu'on travaille avec des broadcasters en ce moment énormément, parce qu'en fait, le vrai sujet, c'est plutôt comment rendre accessible des choses qui ont déjà été produites, rendre accessible dans une autre langue Dans en la live. langue. Mais oui, parce que c'est la même chose. Hein, Google, enfin YouTube vient de sortir leur annonce de automatic dubbing pour les 100 000 chaînes qu'ils ont ouvertes. Waouh, incroyable. En fait, la réalité, pour connaître des gens là-bas, en fait, il y a des gros problèmes de coût. Parce que c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit stocker 5 fois plus de vidéos. Ouais. Ça veut dire qu'on doit Dans toutes les targeter langues. une audience qui est pour l'instant pas targetable, plus qu'on doit traduire dans toutes les langues. Il faut être conscient que globalement, à date, les technos, de toute façon, coûtent très cher. Hein. Même quand on est en propriétaire, on est sur du 10 à 20 centimes la minute. C'est énorme hein, d'un point de vue Très technologique dans cher. tous les cas. Et donc, imaginez ça sur un flux YouTube avec les milliards de vidéos uploadées tous les Ouais. jours. C'est assez compliqué. Donc, en fait, nous, on pense que demain, c'est pas ça la solution. Demain, c'est la traduction live de tous les éléments visuels et vocaux qui peuvent apparaître dans une vidéo. Donc nous, de base, on a cette vision-là du live. Donc nous, la partie avatarisation, on a oublié, parce qu'en fait, l'avatarisation, c'est pas live, on a besoin d'avoir de l'info de la personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on est passé sur un GAN conditionnel. Un GAN conditionnel, c'est quoi? C'est une technologie qui permet en fait de donner des guidelines, si vous voulez, à une IA qu'on a pré-entraînée. Donc, des guidelines, ça peut être quoi? Ça peut être des traits du visage, ou ça peut être par exemple un screen de la frame précédente. Qu'est-ce que je vais faire sur la frame 2 si sur la frame 1, j'ai telle ou telle image? Et en fait, nous, c'est ça qu'on fait. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle progressif. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille par chunk et par batch. C'est-à-dire qu'on avance dans la vidéo. Et en fait, le processus, on n'a pas besoin de la vidéo complète pour faire le lip sync du début de la vidéo. On a besoin de seulement une image. Et en fait, ça, demain, permet de faire du live. Voilà. Donc, Et toi, tu du appelles, coup, ce que faut tu appelles retenir live, ça veut dire je fais un zoom, je parle en français, et de l'autre côté, Et ils en temps l'entendent réel, dans c'est la langue. exactement. traduit. Ah ouais. Exactement. Exactement. Ah, il y a une startup qui fait la même chose que nous, qui est à peu près la même tech et on les connaît très bien, qui s'appelle Think Labs aux Oui, États-Unis, qui sont passés par YC.
Donc on les connaît très bien pour vous dire, on a un Slack en commun. Euh, Parce qu'on a les mêmes problématiques sur exactement les Ah mêmes ouais. types de modèles. Eux ont d'autres projets et font d'autres choses, donc c'est cool. Mais voilà, c'est vraiment des technologies qui sont séparées de l'avatarisation. Il faut vraiment comprendre que c'est deux technologies qui ont rien à voir. Bien sûr, ouais. Justement, quelle est ta vision de la batarisation et surtout son avenir? Parce que c'est vrai que c'est un petit peu le parti pris de certaines solutions. Et donc, du coup, ouais, c'est quoi ta vision sur ce sujet-là et surtout, voilà, pour, on va dire, les prochains mois, prochaines années? Alors moi, je pense que l'avatarisation, on va avoir un pic de consommation en gros 2025-2026. Et Je après, pense elle que ça va disparaît. s'essouffler. Ouais. Ouais, ça va s'essouffler un peu. euh, pour une raison toute bête, c'est-à-dire qu'en fait, soit on crée des fausses personnes qu'on fait parler, et c'est super, ça crée du cinéma, comme on discutait juste avant, ça fait des super choses, ou soit on se base sur des vraies personnes. Mais en fait, l'intermédiaire, le méta-humain, ce qui a voulu être créé depuis... Enfin, faut être conscient que le méta-humain, ça fait 15 ans que ça va être créé par Meta. Ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais pris pour une seule raison, c'est qu'en fait, c'est pas que le niveau naturel n'est pas atteint. C'est pas du tout ça. C'est que si on veut interagir en tant qu'Antoine, en tant que Guillaume, en tant qu'Anis, ben, on veut interagir en tant qu'Antoine, en tant que Guillaume, en tant qu'Anis, pas en tant Absolument. que double d'Anis. Les seules solutions, d'après moi, qui vont continuer à être utilisées en tant qu'avatarisation, c'est pour les profils ultra qualifiés, ce que j'appelle les C-level, qui n'ont pas de temps à associer. Typiquement, les vœux. Les vœux d'un président de grande boîte. Ça fait Ouais. chier tous les présidents de grande boîte. Faut être conscient. Euh, Autant les Ça va leur faire enregistrer. plaisir, là. Non, mais c'est la réalité. Non, non, mais Autant les enregistrer avant, être capable de leur faire dire ce qu'ils veulent. Limite, ils regardent la vidéo et c'est fini, l'éclairage est nickel, pas besoin de se déplacer, etc. Pareil pour des interventions à distance. Souvent, moi, je prends l'exemple quand j'étais à l'ENSTA Paris, mais on a eu le CFO de Total qui a fait une intervention pour notre remise des diplômes. Ben, en fait, le mec, il arrive en moto-taxi, il reste 3 minutes, le script est déjà écrit, il le lit sur place, il repart. Quel est l'intérêt versus avoir un avatar qui nous pop et qui nous parle à distance? Honnêtement, il n'y a pas de non, différence. mais t'as plein de cas d'usage comme ça que tu pourrais imaginer, ne serait-ce que même, voilà, vis-à-vis de vidéos commerciales auprès de clients, de vidéos de présentation de produits. Voilà, t'as plein de cas d'usage quand même où effectivement, tu peux avoir de la matière et puis de l'intérêt à cloner effectivement sans dépenser, comment dire, des dépenses assez importantes. Je sais qu'il y a pas mal de débats sur justement, aussi, le monde des vidéastes et autres par rapport à tout ça, où là, effectivement, tu pourrais tout à fait avoir ton clone pour, quelque part sur un certain nombre de sujets, ne pas avoir ni à te déplacer, ni à faire appel à toute une armada de production, et en effet pouvoir produire avec ton avatar un stand de messages, qui vont servir certains sujets, quoi. Bah, en gros, pour moi, faut résumer ça en disant les avatars permettent de se dédoubler, mais en fait, la traduction et nous, ce qu'on pense réellement sur la traduction live demain, c'est qu'en fait, c'est super de se dédoubler, la production de vidéo va exploser, mais globalement, on peut pas multiplier cette production fois 10, fois 50, fois le nombre de langues. C'est pas possible. En fait, que ce soit d'un point de vue éthique ou que ce soit même d'un point de vue juste serveur et coût. En fait, faut imaginer que YouTube, si je me trompe pas, je crois que YouTube a été rentable l'année dernière. Euh, c'est de l'hébergement vidéo. Ils font que ça. Faut être conscient Absolument. que il y a quand même une problématique de coût derrière et qu'on peut pas à l'infini sur les prochaines années creuser non plus Et la t'as des terre gros, et toutes les ressources. je crois que c'est Udemy, je sais plus, en grosse marketplace de formation. Donc il y a des milliers et des milliers d'heures qui est passé en mode traduction dans toutes les langues. Ou qui est en cours de traduire en toutes les langues les modules. Donc ouais, effectivement, ça va leur coûter un braquage, quoi. Ok, et juste pour revenir sur tout ce process, du coup, par rapport à l'ensemble de tes fonctionnalités, avant de parler du live, effectivement, on continue un peu là-dessus. Juste pour revenir sur, ton accompagnement auprès des entreprises, tu disais que, en effet, bah, les personnes peuvent soit utiliser ta solution de manière autonome, soit avoir, derrière, la production des différents contenus, une équipe derrière qui va venir et qui va consolider. Donc aujourd'hui, si on devait, parce que c'est aussi un des sujets de l'IA, c'est de pouvoir faire gagner du temps et de l'argent à certaines entreprises. Là aujourd'hui, en termes de bénéfices, qu'est-ce que ça, voilà, concrètement, si on devait le concrétiser, qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Et puis également, quelle est la part, je veux dire, si on devait être dans un process classique, en termes de temps de production, en termes de coûts que ça représenterait, en termes de temps humain. Voilà, si tu pouvais comparer, les deux process.
Alors, pour nous, ce qu'on voit globalement, c'est, on aime bien dire, du 5 pour 1. Ça veut dire que une fois qu'on upload sur Lipit, entre le temps algorithmique plus le temps de la personne pour corriger, pour être certain que ce soit nickel, c'est 5 pour 1. Donc, c'est-à-dire 5 minutes pour 1 minute de vidéo. Alors, évidemment, enfin, on est systématiquement en dessous, mais c'est important d'avoir en tête, et c'est ce qu'on dit notamment aux grands groupes avec lesquels on bosse, et quand ils font ruisseler un peu la solution, c'est dire attention, ça prend quand même du temps. D'accord? C'est magique l'IA, mais par contre, il faut vérifier qu'il y ait des choses qui soient bien faites quand même, et notamment les noms propres, les bases de connaissances, enfin bref, plein de choses qui sont en lien avec votre entreprise. L'IA ne peut pas deviner que Anis Bouzbi s'écrit exactement avec un H à la fin. Mm. D'accord? Surtout si on respecte, alors bon, tout le monde ne respecte pas, mais si on respecte les normes RGPD et l'anonymisation des noms propres, euh, c'est impossible de le savoir. Impossible, absolument. Voilà. Et donc, nous, on dit 5 pour 1. 5 pour 1 en utilisation en direct. Et sinon, nous, ce qu'on fait en Presta pour les entreprises, c'est-à-dire quand ils nous donnent les contenus nous-mêmes et que nous, on les livre ensuite avec les interprètes que je citais, là, en gros, nous, on livre des paquets de 7 heures de vidéo sous 5 jours ouvrés. Donc, ça veut dire que globalement, à partir du moment où vous nous donnez une vidéo, et ben, on a 5 jours ouvrés pour vous le livrer. Au global, en moyenne, à date, on est à 3 jours. Et comparativement à un process plus classique, totalement humain, aujourd'hui, Ouais, déjà, ouais, il faudrait les C'est vrai, traducteurs. j'avais oublié cette partie-là. C'est comme si c'était déjà derrière moi. ah, mais c'est sûr, ouais, mais c'est justement là où le shift est en train de se faire. C'est-à-dire que tu as encore un certain nombre de personnes, même si elles veulent chercher des solutions, que malgré tout, elles continuent dans du process plus classique. Alors, c'est un, beaucoup plus cher. Donc, déjà, si vous voulez, si on utilise on va dire les méthodes de doublage classiques ou d'interprétation ou de traduction classique, au global, hein, pour dire, nous, donc en rapidité de production, on est au niveau tout compris, donc c'est-à-dire clonage vocal, synchronisation labiale, pricing, sous-titres, etc. On est au niveau du sous-titrage fait par les agences. Ça veut dire qu'une agence vous facture le sous-titrage juste. Dingue. Ben, nous, c'est ce qu'on fait, mais Mais on il y a la l'anticipe totale. dans 5-10 langues. Ouais. Voilà. Pour comparer en prix. Alors, tu vois, ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, c'est une traduction très concrète du gain, en fait, de temps et certainement du gain financier que peut aujourd'hui mettre en œuvre une entreprise en termes de process au sein de ses différentes activités. Et c'est pas du vent. Et ce que j'aime bien dans ton message, et je trouve que c'est important de le dire, c'est que l'IA, c'est génial, mais c'est pas magique. Et qu'il y a quand même un peu, et deux aspects, c'est ce que tu as dit. Le premier, c'est que c'est encore en progression, et ça va continuer de l'être dans les mois et les années à venir. Et le deuxième point, c'est que ça suppose quand même un peu en termes de données d'entrée, des données qui soient quand même propres, bien structurées, à minima, en tout cas pour que l'IA puisse interpréter correctement et donner un résultat en sortie qui soit conforme à l'attente du client, quoi. Exactement. Et globalement, nous, en fait, c'est très simple, hein, pour convaincre les clients, c'est une démo et c'est fini, hein. On n'a pas besoin, honnêtement, beaucoup plus, pour une raison toute bête, c'est que eux, systématiquement, les traductions, d'accord, et même les traductions écrites, sont livrées sous 2 semaines. Euh, donc il faut quand même se rendre compte que là, on est sur un niveau de personnalisation, d'engagement de la nouvelle audience sous 5 jours si vous faites en offre accompagnement et en self-serve sous la demi-heure si vous avez à traduire la vidéo. Donc, en fait, souvent, et c'est pour ça qu'on a deux packages, c'est parce qu'en fait, il y a des entreprises qui prennent une offre hybride, c'est-à-dire qu'ils vont, pour certaines vidéos internes rapides à traduire le jour, au jour le jour, etc., ils prennent la partie self-serve, c'est-à-dire vraiment utiliser la plateforme Lipit. Et pour les vidéos plus importantes, les vidéos où il faut absolument vérifier la traduction, où bah, ça va être communiqué à l'échelle en général internationale, à ce moment-là, il passe par l'offre accompagnement. Clair, très très clair, très très intéressant. Alors, je regarde en même temps le temps parce que en fait, comme on parle de manière passionnée, le temps va très vite. Euh, je pense qu'on a fait le tour de aujourd'hui là, parce qu'il y aurait encore plein de choses à dire, mais je pense que tu nous as fait une présentation très didactique Et à on la a fois appris de plein de choses. Ah, moi, et on waouh. a appris plein de choses. En tout cas, déjà bravo pour ce que tu fais. Juste pour le petit temps qui nous reste derrière, peut-être Antoine, moi je voudrais voilà
tu baignes dedans et tu crées la solution. Aujourd'hui, au cœur de l'IA, quelle est aujourd'hui un petit peu ta vision sur l'actualité entre voilà, comment on fait pour, comment dire, euh, séparer un petit peu les news comme ça, un peu effet waouh, hein, et puis la réalité, quelle est ta vision de l'IA aujourd'hui et comment tu vois l'IA évoluer dans les mois, on va dire mois à venir, parce que les années à venir, je pense que c'est un peu compliqué, mais déjà dans les prochains mois, c'est important. Et puis, je reviens aussi sur un dernier sujet qui est important quand tu accompagnes des clients, c'est voilà, quels conseils tu donnerais aux entreprises pour implémenter l'IA au sein de leur structure. Euh, alors, je vais commencer par le deuxième parce que ça va permettre d'enchaîner sur la première question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que je conseille aux entreprises, c'est de prendre le temps. Honnêtement, nous, on est des vendeurs, hein, c'est la réalité, on développe des solutions, donc on a envie de vendre à tout prix. Mais la réalité, moi, ce que je préfère dire, c'est prenez le temps de réfléchir sur vos réels besoins. Déjà, ça évite les effets wow. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin et faites une analyse pendant 2, 3 mois de la productivité de vos personnes sur des sujets très précis. Je prends un exemple tout bête, on bosse avec de l'assurance, du bancaire. Évidemment, sur ces sujets-là, automatiquement, c'est on fait des pricing automatisés par IA, on fait de l'analyse de risque automatisée par IA, on passe des ordres automatisés par IA. Voilà. Ça, c'est un peu la fabulation. Dans la réalité, quand on regarde la productivité des gens, c'est quoi? C'est proposer une liste de choses à faire à quelqu'un qui passe des ordres, par exemple, avec des ordres de priorité en fonction de sa capacité à faire tel ou tel choix. C'est la capacité à structurer les données en amont d'un meeting pour être capable de gérer au mieux le meeting. En fait, c'est des sous-choses dont on ne pense pas avant de s'y mettre réellement et de travailler sur le sujet. Ce qui est super bien et dans pas mal de grands groupes qu'on a vus, c'est ils ont, depuis 2023, on va dire, lancé réellement des directions IA et innovation qui viennent se plonger dans les métiers un par un des sociétés pour être capable de dire c'est quoi le réel besoin. Parce que dans ce cas-là, j'ai envie de dire, si on ne réfléchit pas sur le besoin, on peut mettre de la vidéo automatisée par Kling AI ou des photos automatisées par Midjourney dans du bancaire. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. On pourrait mettre tout Bien partout. sûr. Mais C'est quoi le besoin et c'est quoi le bénéfice que j'en attends derrière? exactement. Et c'est réellement, l'IA, elle est là pour augmenter la productivité. Euh, faut pas oublier que les tracteurs, quand ça a été inventé, il y a eu pareil, hein, une énorme polémique, ça a remplacé 30 agriculteurs. Euh, en fait, la réalité, c'est qu'il y a l'agriculteur, ça existe toujours. C'est juste qu'il a été dans le tracteur pour le conduire. L'IA, c'est la même chose. Il faut considérer que les emplois vont bouger, mais que les personnes vont juste être démultipliées, comme on le disait avec les avatars, vont pouvoir traduire tout en un clic, vont pouvoir se renseigner et avoir de l'information plus vite que les autres, mais c'est de la productivité. On n'est pas là pour réinventer le monde. Ça ne va pas réinventer le monde. Ça va juste faire tomber des barrières et augmenter la productivité globale. Et donc, pour les mois à venir, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, moi, j'ai une conviction que 2025 va être l'année de consolidation des produits. Pour l'instant, comme je disais, on est sur de la technologie, donc c'est-à-dire tout le monde montre ce qu'il sait faire, c'est super. Tout le monde essaye d'avoir le bout du pain, mais du gâteau global plutôt. Mais vraiment, 2025 va être. Non, le pain, c'est plutôt en France, hein, le pain rassis. On essaye de Ouais. récupérer ce qu'on peut. Euh, les Américains récupèrent le Les gâteau et miettes, nous, les miettes, on récupère la les pâte. miettes, les miettes, Ouais. les Euh, miettes. mais non, en fait, la réalité, c'est que ça va se structurer en 2025. Donc, moi, ce que je dirais aux entreprises, c'est à date, les seuls technos matures qui peuvent réellement implémenter dans l'entreprise, c'est-à-dire en natif, on-premise, c'est les LLM, parce que globalement, le LLM, ça fait 2 ans, ça commence à vraiment se structurer, ça s'améliore de jour en jour, mais au global, on a touché vraiment un pic de raisonnement voilà, et de qualité de réponse. Ouais. Franchement, ça s'améliore, mais par exemple, ce que fait OpenAI, c'est super, hein, mais le O1 Preview, c'est Ça un change rien. GPT-4 connecté à lui-même, hein. Ouais, ouais, enfin, ouais, j'ai fait les tests, c'est pas non plus waouh, wow, effect, hein. Voilà. En fait, ils ont juste expliqué à l'IA comment réfléchir comme un humain. C'est juste ça qu'ils ont fait. Donc, en gros, c'est un très beau prompt assez magique, mais c'est tout. Donc, le LLM est vraiment le niveau, en tout cas à date, à maturité. Ensuite, moi, je suis persuadé que l'audio va être sur 2025 et 2026. Donc, ça va être les deux belles années d'audio, donc traduction live comme nous, on va le faire. Euh,
clonage vocal, mais tous les assistants que vous aurez au téléphone dans 2 ans, ce sera de l'IA, parce que bah, aucun intérêt que ce soit un Indien qui vous parle si de l'IA hébergé chez vous peut le faire et moins cher. Euh, et ensuite, je pense que dans 2 ans, c'est là où la vidéo va réellement arriver et les effets waouh vont être passés. Et maintenant, on va réellement se poser la question de qu'est-ce que la vidéo générée par IA apporte réellement. Au-delà de dire c'est super, je peux faire des super trucs, des super films gratuitement. Voilà, concrètement, qu'est-ce que ça permet dans le monde? Parce que le monde tourne avec de la génération d'argent. La génération d'argent, c'est pas en faisant des belles vidéos sur Kling AI ou voilà, ou sur les dernières techs qui viennent de sortir, qu'on va faire tourner le monde. Il faut réellement trouver des usages et pour l'instant, en tout cas, les usages ne sont pas trouvés. Donc, je pense que les usages vont être définis sur l'année prochaine pour la vidéo et d'ici 2 ans, les réels produits qui sortiront. Ouais, les usages dépendent aussi des possibilités techniques. Là, aujourd'hui, on parle de vidéo, même dans la photo, enfin, on a encore plein de limites. Tu vois, les trucs tout bêtes d'insérer du texte dans les images. Voilà, là, ça comment, idéogramme commence à se débrouiller un peu, mais on n'y est pas encore. Effectivement, je te rejoins complètement sur les 1 à 2 ans, voire 3 ans, je pense, pour la vidéo. Et du coup, C'est par ça. contre, Donc, en gros, le texte, on a passé le texte. ouais, Honnêtement, l'audio arrive année prochaine, l'année suivante. Et ensuite, ce sera l'image après, les l'image photos et vidéo, et vidéos. vidéo après. Ok. Moi, derrière ça, il y a une question encore sur la partie A, après une question sur l'EPIT. Parce que cet avenir de l'IA aussi, l'IA consomme énormément de ressources. D'ailleurs, c'est là-dessus que les levées de fonds vont se faire, hein, parce que il faut augmenter la puissance de calcul aujourd'hui. Et, euh, et aujourd'hui, alors moi, je me pose aussi beaucoup de questions un peu, on va dire, terre à terre, notamment sur tout ça, supposant des ressources, les ressources étant limitées. Est-ce que tu penses pas qu'il va y avoir à un moment donné un clash, justement, parce que tu parlais de trouver les usages, c'est comment utiliser ces outils quand même assez exceptionnels pour des usages qui permettent de faire tourner le monde. J'aime bien ton expression de faire tourner le monde. Et aujourd'hui, faire des vidéos qui n'ont effectivement ni queue ni tête et qui n'ont pas de sens, n'ont peut-être pas la priorité par rapport aujourd'hui à des enjeux liés peut-être au médical ou à la santé. Donc du coup, euh, est-ce que c'est des sujets auxquels tu réfléchis aussi et quelle est ta vision sur la question? Euh, C'est une réflexion très éthique, je pense, à avoir. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste aussi sur le capitalisme qui drive notre monde. Euh, si la création de contenu et la production au global de à peu près tout ce qui peut exister dans le monde a explosé ces dernières années, donc les 20 dernières années, c'est pas pour rien et c'est pas fait pour s'arrêter. Parce que ça fait beaucoup plus d'argent que du médical, par exemple. Alors oui, je pense qu'il y aura du clash et à un moment, on va se retrouver sur réellement des choix très éthiques bizarres, de se dire, je sais pas hein, si on anticipe, si l'IA avait été aussi puissante au moment du Covid, par exemple, est-ce que toutes les boîtes qui ont les puissances de calcul auraient autorisé qu'on prenne 32, 100, 200 de leur GPU pour faire tourner des algos de détection et de création de vaccins? Je suis pas sûr. Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que chacun va garder ce qu'il peut pour lui. Et par contre, ça va continuer à se développer. Mais en fait, je pense que c'est pas très grave dans le sens où les technos vont être de plus en plus vertes parce que de toute façon, sinon, c'est fini, j'ai envie de dire. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Et surtout, les modèles vont consommer de moins en moins. C'est aussi ça, c'est-à-dire que, enfin, faut être conscient, vos téléphones, on prend nos téléphones d'il y a 10 ans, vous mettez une vidéo YouTube dessus, le téléphone, il plante, hein. Pourtant, c'est la même taille, c'est le même téléphone. Bah, tu Donc, en regardes, fait, regarde les ordis. Toi, tu es jeune. Si je prends moi qui suis un vieux, j'ai retrouvé il y a pas très longtemps mon ancien ordi. J'ai réussi à faire redémarrer un Mac qui avait 20 ans. Et les vidéos, c'est gaguesque, effectivement. Et les vidéos, c'est même une vidéo longue, elle faisait 20 mégas, 30 mégas, 40 mégas. Maintenant, on est en gigas, voire en mégas, en dizaines de gigas, quoi. Donc ouais, complètement. ça, et pourtant, les composants de base d'un ordinateur n'ont pas tant changé que ça. Mm. Ça a évolué, ça s'est optimisé, mais on n'utilise pas forcément plus de ressources maintenant. Franchement, le meilleur exemple de ça, c'est que tout est basé sur des transistors. Les transistors, c'est des petits bouts de métaux Les précieux, processeurs, voilà. euh, mais en fait, on augmente le nombre de transistors,
Là, on se dit, oh merde, ça veut dire qu'on augmente la consommation de ressources. Non, parce qu'ils sont de plus en plus petits. Ouais. Ça prend toujours la même place, la même place. Donc, en fait, c'est le même nombre de ressources, c'est juste que c'est de mieux en mieux fait. Et en fait, demain, on aura à date une carte, je sais pas, une GTX, je sais pas combien de chez Nvidia qui prend à date à peu près la taille de votre ordinateur portable. Bah, en fait, demain, ça rentrera dans un téléphone. Et, euh, et donc, on va pas avoir de problématique de ressources, on va juste avoir une problématique d'optimisation de ces ressources. Voilà. Donc moi, Mhm. j'ai pas peur pour l'avenir. Je pense juste que ça va se redéfinir comme ça doit se définir. Donc avec les bons côtés et les mauvais côtés. Je pense que la production et la consommation de contenu, malheureusement, va être encore très très ancrée dans les années à venir. Ce qui me désole, moi, d'un point de vue personnel, mais qui est malheureusement comme ça que le monde évolue, en tout cas en ce moment. Mais par contre, non, le reste va pas se prioriser, malheureusement, à Nice. Euh, on va pas avoir de priorisation sur les axes, on va dire, importants. Ça n'a jamais été le cas. Enfin, sauf en temps de guerre, ça n'a jamais été le cas. Malheureusement, il faudra attendre des moments très critiques avant que ce soit le cas. Ok. Super. Eh ben, écoute, merci Antoine. Et peut-être juste pour conclure, là, parce qu'effectivement, encore une fois, le temps passe très vite. Euh, Lipit sur l'année prochaine et 2 prochaines années, c'est quoi? Pit, ben, c'est la même chose, mais tout en live et implémenté nativement sur tous les broadcasters et sur tous les ordinateurs de tous vos collaborateurs. En fait, c'est ça la vision de Lipit, c'est de se dire que comme je le dis, c'est impossible de tout traduire en avance. On ne sait pas qui va consommer quoi, et puis ça demanderait de toute façon beaucoup trop de ressources. Donc le but, c'est quoi? C'est d'avoir un agent IA implémenté dans votre ordinateur qui détecte les flux audio, les flux vidéo, les flux textuels, tout ce qui peut se passer sur votre ordinateur et faire en sorte de le traduire en live. En fait, ça vous permet d'avoir un ordinateur multilangue. Waouh. Ah, je suis Énorme, pressé. Surtout énorme. que je suis nul en anglais, donc moi, ça m'arrange. Ah bah là, c'est sûr que derrière, ça va nous permettre d'aller se propager partout dans le monde. En tout cas, Antoine, enfin, moi j'ai trouvé l'échange très très intéressant. Ta solution est super. Ton énergie d'entrepreneur, j'en parle pas. Franchement, bravo. Et moi, je te souhaite énormément de succès. Et parce que, comme tu l'as très bien dit, c'est Lipit est français et tu fais face à des, voilà, on va dire des géants américains quand même malgré tout en face, en tout cas de la finance américaine en face. Et puis plein de belles choses pour Lipit et merci pour ta présence. Et moi Ben, qui parle tout le merci à vous temps, deux. moi qui parle tout le temps d'habitude, alors là, je t'ai écouté du début à la fin et t'es vraiment scotchant. La solution est géniale, mais le fondateur est pas mal non plus quand même, hein. Et moi, je terminerai en disant déjà merci beaucoup pour l'invitation et surtout, en tant que société française ou au moins européenne, faites un petit effort de vous tourner vers les technologies qui sont hébergées chez vous. On Mm. n'a pas tous les contraintes de sécurité des personnes que j'ai citées, mais même quand on n'a pas les contraintes de sécurité, c'est toujours mieux de laisser l'argent là où on l'a fait plutôt que le dépenser outre-Atlantique. Je sais que évidemment, ça tombera dans l'oreille pendant une demi-journée avant de repartir parce que le marketing est meilleur en face. Je le sais très bien. Mais en tout cas, si vous entendez ça au moment de prendre une décision, n'hésitez pas à faire la bonne décision et à rester en Europe ou au moins en France. On le Ton fera message est passer. entendu, Ouais. enregistré et on le fera passer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Antoine. Allez, eh ben, Salut tout le écoute, à monde. bientôt. À bientôt. Merci.